Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'Actu. Ils ont expérimenté une autre manière de se chauffer en diminuant radicalement la température et en apportant directement la chaleur à leur corps. Un défi qui a été relevé par 29 ménages durant plusieurs hivers. Aujourd'hui, les initiateurs de ce projet baptisé Slow Heat continuent à promouvoir ce nouveau modèle pour populariser son usage. Deux des initiateurs du projet sont avec nous ce soir. Voilà, et je vais vous les présenter tout de suite en commençant par vous, Denis Degrave. Bonsoir, vous êtes un des chercheurs, vous êtes chercheur donc et un des initiateurs du projet Slow Heat. Et puis Geoffrey Van Moezeke, bonsoir, vous êtes professeur à l'UC Louvain et coordinateur scientifique du projet Slow Heat. Alors Slow Heat aujourd'hui c'est un livre, ça veut dire Geoffrey que le projet il continue. Il continue, le livre c'est à la fois la fin d'une première étape d'un projet, c'est les conclusions de tout ce qu'on a appris sur 3 ans, et puis c'est le début d'une suite de diffusion notamment. Oui, alors l'idée, Denis, on imagine, c'est populariser cette nouvelle manière de se chauffer. Ça passe par quoi finalement ? Alors cette idée, donc, on appelle le slow heating, c'est vraiment l'idée de chauffer les personnes plus que les bâtiments. Bien sûr, on doit chauffer les bâtiments, mais nous, on cherche à chauffer mieux et vraiment les personnes. Alors ça peut passer par des choses simples, plus d'activité, bouger un peu plus, se réchauffer en s'habituant au froid, mais on peut aussi utiliser des petits équipements chauffants, comme un sous-main chauffant ou un gilet chauffant, peu importe. Oui, alors vous l'avez dit, le projet a duré plusieurs hivers. Vous étiez des pionniers. Aujourd'hui, finalement, on en parle de plus en plus de ce projet Slow Heat. Même HomeGreat, le centre de conseil et d'accompagnement sur le logement en région bruxelloise, promeut cette pratique. Écoutez plutôt. On questionne la notion de chauffage. Le but est de chauffer les personnes et de pas de chauffer les espaces, et qu'il existe plusieurs façons d'être confortable chez soi et qu'il n'y a pas qu'une seule façon. La façon standardisée, le chauffage central, mais peut-être d'autres techniques, et Slow Heat s'interroge sur ces autres façons d'être confortable chez soi en baissant ses consommations. Oui, alors qu'une agence comme HomeGreat finalement reprenne cette théorie, c'est un des buts finalement que vous cherchiez au départ, Geoffrey ? Pas explicitement, mais on en est très fiers évidemment d'avoir pu toucher des acteurs comme HomeGreat, qui sont quand même des acteurs de référence. Au début, c'était vraiment une recherche purement scientifique. C'est qu'est-ce que le confort, jusqu'où peut-on descendre, à quel point ces équipements peuvent nous aider. Et puis effectivement, vu l'ampleur du bénéfice qu'on a pu observer, on en a parlé et c'est repris par des acteurs. Oui, alors l'idée, c'est quoi aujourd'hui ? C'est que chaque ménage s'interroge sur la manière de se chauffer ? Je pense que vraiment ce que vous dites est clé, c'est s'interroger, oser discuter du confort et de la chaleur chez soi, c'est vraiment important. Nous, comme Geoffrey l'a dit, on a fait une recherche exploratoire, on a démontré qu'une autre voie était possible, mais on estime qu'on a plus ouvert une porte que défini exactement ce qu'il y avait derrière. On a trouvé notre voie, chacun de trouver sa voie là-dedans. Oui, alors l'idée, je parlais de changer radicalement la manière de chauffer, c'est le cas en fait, puisque l'idée c'est que la norme qui avait été fixée, c'est pas plus de 16 degrés à la base, Geoffrey. On n'a jamais défini un objectif chiffré. La question c'était jusqu'où chacun peut descendre, quel est le point d'équilibre de chacun. Et quelqu'un qui au début chauffait à 20, 22, 23 degrés, si ça se trouve est descendu à 19 et s'est trouvé bien comme ça, et c'était sa limite. Ça va dépendre de l'âge, de l'état de santé, du mode de vie, peu importe. Mais l'élément qu'on veut démonter, c'est qu'il n'y a pas une norme, justement. On ne doit pas tous être à 19 ou à 20 degrés. Ouais. Et donc, je vois quand même que la température moyenne, si je me souviens bien, c'était 15 degrés 2. Donc, c'était quand même assez radical. Et c'était une moyenne. Certains étaient 2 degrés au-dessus, d'autres étaient 2 degrés en dessous. Ouais. Et donc, une diminution drastique, puisque le chiffre, c'est que les participants sont arrivés à une diminution de 57% du chauffage. C'est énorme. Exactement, 4 degrés et 57% de consommation en gaz. Et une baisse de consommation en électricité également, donc c'est vraiment intéressant. Oui, alors il a fallu lever finalement certains obstacles. Les obstacles les plus importants, ça restait les obstacles psychologiques, Geoffrey ? Oui. Et ça, on ne s'y attendait pas. On penserait d'abord que ce serait physiologique, ce serait le froid, mais en fait non, c'est la peur du froid. Ça, c'était vraiment le premier obstacle. Il a fallu beaucoup de temps pour déconstruire ces peurs. Et le deuxième, c'est l'entourage, le milieu social et les questions que ça soulève autour de nous. Oui, alors il y a 2 ans, nous avions déjà consacré une émission à ce projet et on avait rencontré Grégoire Wallenborn, qui est un co-chercheur, professeur à l'ULB. Alors je vous propose de revoir un extrait de ce reportage. Il nous montre finalement son équipement pour ne pas avoir froid.
Et voilà, pour vous expliquer ce que j'ai fait cet hiver passé, j'ai mis un peu tout mon matériel essentiel de Slow Heat ici. Donc, comment je faisais pour être bien? Tout d'abord, je mettais plusieurs couches sur moi. J'ai retrouvé ce magnifique vieux chandail que je mettais plus depuis des années et que j'adore et qui est vraiment super confort. Le problème, c'est les doigts. C'est ma chère fille qui m'a trouvé des mitaines sur Vinted et ça fonctionnait bien. Ça reste quand même froid aux doigts, alors comment je faisais? C'est que régulièrement, je frottais mes doigts comme ça sur les choses. J'avoue aussi que plus souvent je bougeais. Et il est parvenu à travailler à une température de 13 degrés, avec un petit chauffage d'appoint si nécessaire. Au début, j'avais une petite aide, c'était ce radiant qui chauffe à 50-100 watts, ça chauffe très bien et ça consomme beaucoup moins que les radiateurs qui chauffent ici tout l'espace parce que ça ne bouge, ça ne remue pas l'air, c'est des radiations en infrarouge directes, c'est de la chaleur. Et on s'habitue surtout. Aujourd'hui, plus question de retour en arrière. Il dit même ne plus supporter les intérieurs trop chauffés. Voilà, Grégoire qui continue, donc vous aussi, Denis, aujourd'hui, pas de retour en arrière? Non, pas du tout, bien sûr que non. Ici, vraiment, avec le slow heating, ce qu'on retrouve, c'est que le froid sert de support pour retrouver de la chaleur dedans, se réchauffer vraiment, et le plaisir pour nous vient vraiment du fait de se réchauffer, de ressentir de la chaleur, bien plus que dans une ambiance neutre dans laquelle il fait ni chaud ni froid, mais qui finalement est fade et ne procure pas de plaisir. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie, finalement, au quotidien, avec cette expérience? Mais finalement, pas grand-chose. Au début, il y a évidemment toute une période d'expérimentation. Alors, il y a des gadgets qui traînent dans la maison, surtout avec la recherche. Donc, on joue avec différents outils, on explore des choses. Et finalement, avec le temps, tout ça prend une part plus secondaire et on reprend un mode de vie plus normal. On a appris à s'habituer différemment. Il y a une couverture chauffante qui traîne dans le canapé. Il y a un radiant sous la table de la salle à manger pour les personnes qui ont un peu plus froid, qui se mettraient de ce côté de la table, etc. Mais donc, c'est assez léger finalement comme implication aujourd'hui. Oui, pour vous, Geoffrey, même question. Pour vous et votre famille, qu'est-ce qui a changé? Mais la même chose, pas tant que ça. Il faut que ça devienne une routine. Si on est en permanence dans l'effort, comme on l'a été pendant le projet, changer une habitude, c'est un effort, c'est complexe. C'est pour ça qu'il y avait justement le projet de recherche autour. Mais si on reste dans un effort, ça ne durera pas dans le temps. Et donc il faut que ça devienne une routine, il faut que ça devienne habituel. Et donc ce qui a changé, on a un élément chauffant, radiant dans le salon. Quand on a froid, on vient, on s'en approche un peu, on l'allume, ça chauffe immédiatement et puis on s'en éloigne. Et voilà. Ouais, et vous restez convaincu aujourd'hui que ces habitudes-là, tout un chacun peut les prendre sans trop de difficultés? Tout un chacun, je ne sais pas, mais je pense que tout un chacun peut se poser la question de savoir si ça peut être intéressant pour lui. On fait souvent le rapport avec la mobilité, de se dire on peut parfois quitter sa voiture et explorer d'autres voies. Et j'invite chacun, pour le chauffage, à faire de même, explorer d'autres voies. Et de là à dire si c'est le vélo, les transports en commun qui vous iront le mieux, qui suis-je pour le dire? Même chose pour le chauffage. On voit que Grégoire utilise beaucoup d'activités, beaucoup de vêtements, mais d'autres ont choisi des voies plus technologiques avec des radiants ou des sous-mains chauffants. Donc, à chacun de trouver sa voie, mais en tout cas à se questionner sur sa pratique du chauffage. Alors si on veut se lancer dans l'aventure, c'est quoi le modus operandi? On doit commencer par quoi selon vous? En parler avec ceux qui partagent notre espace de vie, évidemment, parce que ça doit se faire dans la bienveillance, dans l'inclusion de tous les membres de la famille, et puis se donner le temps. S'observer, observer son corps, observer ce qu'il ressent, et ne pas y aller trop vite. Si on passe son temps à grelotter, on n'est pas dans le plaisir. Il faut que ce soit du plaisir. Ouais, et ça peut être un plaisir, ça peut être fait avec plaisir en fait. Il faut que ce le soit, sinon ça ne tiendra pas dans le temps. De nouveau, on n'est pas là pour une écologie punitive. L'idée c'est d'être bien avec peu d'énergie, et donc faut que ce soit un plaisir. Oui, mais en même temps, quatrième de couverture du livre, vous dites on doit passer à un moment donné par la sobriété, on n'aura pas le choix. Donc c'est un modèle qui pour vous doit avoir tendance à se populariser de plus en plus. Oui, mais avec un discours positif. Justement, si on essaye, enfin qui ont d'ailleurs, qui est le gouvernement par exemple pour dire quelle température il faut faire chez nous? Il n'a pas cette autorité-là et de toute façon il essaierait d'imposer quelque chose. On fait ce qu'on veut chez soi. Et donc il faut un discours basé sur l'envie, sur le plaisir, sur la démonstration que c'est possible et que ça peut être agréable, en tout cas pour une partie de la population. Oui, l'aspect punitif, ça vous avez dû souvent vous justifier par rapport à ça en disant mais c'est une punition que vous nous infligez. Ça dépend comment on l'aborde ici. Nous, on est avec une démarche volontaire, des participants qui participent volontairement donc, à ce projet et qui
après une période un peu plus d'effort, évidemment, de réflexion, de recherche, à trouver un moyen d'y arriver. Mais de nouveau, parallèle mobilité, faire du vélo, courir la première fois, c'est dur, ça demande un effort. Après, on y prend du plaisir. Et on ne demandera pas à chacun de courir ou de faire du vélo. C'est vraiment une question qui doit être volontaire à la base. Et donc, le côté punitif doit complètement être sorti de ça. Et il faut considérer ça comme une alternative qui peut plaire à des personnes. Oui, en même temps, vous l'indiquez et vous le montrez dans le livre, il y a eu des réactions très très violentes, notamment par rapport à certains posts Facebook ou autres. Oui, alors il y a un prisme Facebook ou autre réseau social, mais effectivement, ça montre qu'on a touché quelque chose qui est de l'ordre de l'intime et qui est très sensible chez beaucoup de gens. C'est la liberté de faire ce qu'on veut chez soi, de un, et la peur d'une injonction, et surtout la peur pour la santé de ses proches, sont des peurs tout à fait légitimes, qui sont exagérées dans beaucoup de situations, mais qui sont tout à fait réelles dans d'autres. Les questions de salubrité sont extrêmement importantes, la gestion de l'humidité dans le logement, c'est extrêmement important, donc il ne faut pas avancer trop vite non plus sur ce genre de débat. Oui, ça justement, vous le montrez aussi, il y a des chapitres consacrés à ça, sur les conséquences sur la santé, sur l'humidité également que ça peut créer, et vous dites finalement, il y a des solutions par rapport à ça. C'est ça, comme l'a dit Geoffrey au départ, en fait, le froid, c'est un obstacle, mais très tard. C'est d'abord surtout des craintes par rapport à la santé et l'humidité qui sont venues se présenter. Et donc, il a fallu déconstruire, en tout cas mieux comprendre de quoi on parlait quand on parlait de froid et de santé, de froid et d'humidité, pour se rendre compte qu'en fait, il y avait une marge assez énorme de progression en termes de température, pour peu qu'on maîtrise son environnement. Et ça, c'est vraiment clé dans le projet. Oui, parce qu'on entend souvent, s'il fait moins de 15 degrés, il va y avoir des problèmes d'humidité dans la maison, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ça, finalement? On aura des problèmes s'il fait moins de 70 à 75% d'humidité relative. Ce n'est pas une question de température, c'est une question d'humidité. Alors, il y a un lien entre les deux. On n'a pas l'espace ici pour développer toute la physique de ça. Mais l'élément clé, c'est la ventilation. Un logement sain, sans infiltration, sans remontée capillaire ou autre, et correctement ventilé, n'aura pas de problème, même s'il est froid. Oui, et donc, sur la santé, vous n'avez pas été plus malade, Denis, pendant ces 3 ans? Alors, on n'a pas un échantillon représentatif qui permet d'avoir des statistiques médicales avec 29 ménages. Donc, ce ne sont que des anecdotes, mais des personnes qui avaient des saignements de nez à cause de l'air trop sec, non plus, parce que l'air est revenu dans des plages plus acceptables. On a des personnes migraineuses qui ont eu moins de migraines. Donc, il y a plutôt des aspects positifs qui sont ressortis. Il y a probablement des biais aussi de désirabilité au niveau du projet. Mais nous, les médecins qu'on a consultés nous ont clairement dit que du froid qu'on appelle doux, du froid pas glacial, 0 degré, la tranche 12 à 18 degrés, en fait, ne pose pas de problème pour peu que l'air soit sain, qu'on soit au chaud dans cette ambiance-là, via des pulls, via des systèmes techniques. Donc non, il n'y a pas de souci de santé. Ouais, et puis on dit parfois aussi, même les enfants vont avoir froid, mais finalement, on peut se rendre compte que c'est eux qui s'adaptent le plus vite. Oui, physiologiquement, ils ont un corps plus petit, plus compact, ils sont beaucoup plus dans le mouvement que nous, donc leur point d'équilibre est déjà quelques degrés plus bas naturellement, et effectivement, eux, ils sont très ouverts sur l'aspect ludique d'une autre façon de faire et jouer avec ça. Ouais. Et en même temps, vous ne dites pas, il ne faut plus du tout chauffer la maison ou l'appartement. Ce n'est pas du tout le discours que vous faites passer. Ce n'est pas du tout. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut distinguer le chauffage des personnes du chauffage du bâtiment. Un bâtiment n'a pas les mêmes besoins que nous. Et quand on a froid à 2 kg de main parce qu'on télétravaille, c'est absurde de chauffer un bâtiment entier pour chauffer 2 kg de main. Par contre, on peut chauffer un bâtiment pour des raisons évoquées de salubrité, d'humidité. Dans certains cas, on ne va pas le laisser tomber trop bas. Et d'une autre façon aussi, comme Grégoire l'évoquait dans le reportage, à un moment, même bien habillé, on pourra avoir des mains fraîches. Et donc, il faut limiter le contraste entre le chauffage des corps et le chauffage du bâtiment. Il y a un équilibre à trouver et une température de fond à assurer. Oui, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas aussi dire... on n'a peut-être pas autant besoin de tous ces programmes de rénovation, de rénovation énergétique des logements. Est-ce que votre programme, est-ce que Slow Heat vient pas dire ça finalement aussi ? Non, c'est complémentaire à la performance énergétique. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de réduire nos consommations réelles. Et effectivement, la PEB, c'est un calcul théorique. Mais la consommation réelle dépend de 2 paramètres. La réalité de la performance du bâtiment, ses matériaux, son isolation typiquement, et l'usage du bâtiment. Le cadre PEB, il parle de la réalité physique, Slow Heat parle de l'usage. Et les deux doivent être là ensemble. Alors effectivement, si on chauffe un peu moins, peut-être qu'il faut 1 centimètre ou l'autre d'isolation en moins pour l'optimum économique, mais on est sur des nuances. Oui. Ce n'est pas incompatible avec l'isolation, c'est complémentaire. Oui, mais est-ce que ça ne met pas aussi en question cette valeur du PEB? Est-ce que ça n'amène pas finalement à dire le PEB n'est peut-être pas tout à fait adapté aujourd'hui? Alors, la PEB a un objectif, comme Geoffrey l'a rappelé, c'est de benchmarker, donner un score aux bâtiments et de normaliser la façon de les occuper. Donc, en tant que tel, c'est une bonne façon de faire, c'est la moins pire vu le temps qu'on a pour faire un audit. Par contre, si on revient à l'isolation, les questions qu'on peut se poser quand on fait du slow heating, c'est
bah, si je passe 80% de mon temps dans le salon, est-ce que isoler tout le bâtiment plutôt que le salon fait sens? Est-ce que si je passe moins de temps dans les chambres à l'étage qu'en bas, est-ce qu'on doit isoler autant les étages que les rez-de-chaussée? Donc, isoler, oui. La PEB, oui. La question de savoir comment on va isoler, qui va être prioritaire dans l'isolation, ça, c'est des questions qui restent ouvertes et qu'on peut un peu challenger dans le projet. Mais on sait aussi que, par exemple, pour ces PEB, F et G, il y a des textes qui disent qu'ils ne pourront plus être sur le marché, par exemple. Est-ce qu'avec un programme de slow heating, on peut dire, oui, ces logements, finalement, ils peuvent continuer à être habités? Il faut amener un petit peu de nuance. Donc, il y a toute une série de logements qui sont des passoires et qui sont insalubres et qui posent des vrais problèmes de santé publique. Et ceux-là, il faut absolument les sortir du marché, ou en tout cas les pousser à leur rénovation énergétique. Et ça, c'est indiscutable. Maintenant, il y a l'espèce d'entre-deux, les logements un peu performants, déjà un peu isolés. Est-ce qu'on va encore investir 100 000, 150 000 euros pour faire un upgrade, alors que l'on ne consomme rien par son usage? Là, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais les 15 degrés en moyenne qu'on maintient chez nous, il faut quand même qu'ils viennent de quelque part, et autant que ce soit de la performance du bâtiment plutôt qu'une installation de chauffage. Oui, et donc vous pensez que le travail, l'expérience que vous avez menée, ça va amener finalement à permettre une réflexion sur le PEB et l'ajuster en fonction des besoins? Si on regarde ce qu'était la PEB ou la Rénolution à Bruxelles il y a 5 ans de ça, est-ce que c'est aujourd'hui, les discussions qu'on a aujourd'hui avec Bruxelles Environnement, Omgrade et autres, on voit que ça évolue et dans le bon sens, dans un sens qui tient compte des consommations réelles. Et comme l'a dit Geoffrey, F et G, ce sont des mauvais bâtiments, il faut les rénover. Les classes intermédiaires, il y a des discussions pour avoir potentiellement une dérogation pour les propriétaires occupants, donc les gens qui sont en maîtrise de leur environnement. S'ils peuvent démontrer d'une basse consommation, alors ils pourraient avoir une dérogation par rapport à la rénovation énergétique pour le futur. Alors je disais, maintenant il y a une ASBL qui a été créée, et donc l'idée c'est de plus en plus faire passer ce message-là, en tout cas amener à une réflexion sur son mode de chauffage. Oui, et accompagner le changement pour ceux qui ont envie, donc évidemment sur base complètement volontaire. Et donc on essaye, dans la mesure de nos moyens, d'accompagner des groupes. C'est plus facile de le faire ensemble, c'est plus facile de le faire avec un peu d'expertise quand même sur la ventilation, l'humidité, l'analyse du bâtiment. Et donc c'est l'objet de cette ASBL d'accompagner. Ouais, et il y a aussi évidemment un impact financier puisqu'on gagne pas mal d'argent en chauffant beaucoup moins. C'est aussi quelque chose qui entre en ligne de compte. Alors là, on a vu dans son habitation propre, donc où on fait ce qu'on veut finalement. Vous pensez que c'est un modèle qui peut être appliqué dans les écoles, dans les entreprises, dans les collectivités? Alors on a plusieurs projets pilotes qui sont en cours, qui ont eu lieu, donc c'est pas parfait, ça marche pas du premier coup, on apprend, on est toujours dans une démarche d'apprentissage et de recherche, mais on voit qu'il y a des pistes qui prennent, des choses qui peuvent marcher, donc c'est une réflexion qu'on a vraiment pour l'instant, mais c'est des questions qui sont très différentes. Geoffrey a abordé la question de négocier avec son entourage, mais quand l'entourage, c'est 60 personnes sur un plateau de bureau, les négociations sont un peu plus compliquées et peut-être qu'on a trouvé un tronc commun plus simple, plus soft, mais on peut y arriver. Ouais, là, il y a encore pas mal de critiques à lever par rapport à ça en entreprise. On n'est pas prêt encore, selon vous, Geoffrey? Non, il y a beaucoup de peur. Il y a le code du bien-être au travail qui impose certaines conditions d'ambiance minimales et qui ne sont pas à remettre en question trop rapidement, en tout cas. Et un des principes de Slow-Heat, c'est d'être dans le contrôle de son ambiance, ce qui est rarement le cas dans son espace de travail, et c'est d'être dans une démarche tout à fait volontaire et consciente, ce qui est difficile, effectivement, si on partage son espace de travail avec d'autres. C'est pas pour ça que c'est tout à fait impossible, mais sans doute à des échelles plus intermédiaires. Ouais, et pour les écoles, là, on pourrait dire que comme les enfants s'adaptent facilement, ça pourrait être plus simple à mettre en œuvre. On a eu une expérience pilote en école qui s'est très bien passée. Qui a été vraiment amené comme un outil pédagogique par les enseignants. Et donc, dans ce cadre-là, il y avait une motivation, il y avait un intérêt, il y avait un suivi, et ça s'est bien passé. On a eu d'autres expériences où c'était beaucoup plus compliqué, où c'était un projet qui venait de l'extérieur, dans une démarche plutôt énergie et moins pédagogie. Et là, ça n'a pas été, ça n'a pas pris. Ouais, et on voit en tout cas qu'il faut être volontaire, hein. Il faut vraiment le vouloir, sinon ça ne fonctionne pas bien, quoi. C'est ça, et donc quand on parle de sobriété ou de démarche un peu de ce type-là, pour nous c'est important que les gens trouvent un sens dans ce qu'ils vont faire, que les gens sont en capacité de le faire, savoir-faire, connaissances, entourage, équipement matériel, peu importe, et finalement soient désireux de le faire et la volonté de le faire. Parce que sinon, deux situations similaires, Geoffrey et moi à 15 degrés chez nous et une autre personne à 15 degrés chez elle, certes les situations sont similaires, mais l'une peut être dans la pauvreté, l'autre dans la sobriété, alors qu'on ne pourrait pas différencier les situations sur base de température. Donc c'est vraiment les questions de volonté, de savoir-faire et de maîtrise et de sens qui sont vraiment cruciales
dans cette démarche. Oui, alors on le voit, on l'a vu en tout cas, il y a eu un important retentissement à Slowit, on en a beaucoup parlé. Est-ce que vous êtes étonné finalement aujourd'hui de l'essor que prend cette pratique ? N'exagérons pas. Non, mais en tout cas, un essor médiatique, un oui. essor, on le voit, plusieurs animations organisées dans plusieurs communes, etc. Ça fait son petit bonhomme de chemin. Ça fait son chemin, ça montre qu'il y a des gens qui cherchent des solutions, qui sont en attente de pistes pour agir. Et effectivement, rénover son logement, c'est compliqué, c'est cher, énormément de freins. Et donc là, il y a une piste pour agir immédiatement. Avec un autre type d'effort. Et donc ça répond à une demande, effectivement. Ouais. Et les prochaines étapes, c'est quoi, Denis ? Continuer le projet, lancer d'autres expériences pilotes ? Déjà, de maintenir la SBL et ses activités sera déjà une belle étape parce qu'on n'a pas de financement extérieur pour l'instant. On dépend de ce qu'on veut bien nous donner à gauche, à droite. Donc nous, on a beaucoup de demandes de personnes qui nous remercient d'abord de mettre des mots sur ce qu'ils faisaient parfois depuis plusieurs années, de populariser ça et de le rendre normal. Et ces gens-là nous demandent aussi des conseils par rapport à des produits, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut acheter ? Comment on choisit un radiant ? Comment on choisit un plaid chauffant ? Et donc là, il y a toute une marge de manœuvre pour nous pour tester ces choses-là, les démonter, voir d'où elles viennent, voir si c'est réparable. Donc ça, c'est Donc il y a encore des technologies à inventer pour... Tout reste à inventer. Tout reste à inventer. Pourtant, il y a déjà pas mal de choses qui existent quand on voit les exemples dans votre livre. Oui, et en quelques années, ça a bien évolué. De produits qui étaient vraiment orientés bien-être, antidouleur, etc., qui sont maintenant présentés comme des outils chauffants, assumés. Donc le marché évolue, mais il faudrait que ce soit fait dans des bonnes conditions de production, que ce soit des produits locaux, que ce soit durable, que ce soit solide, et que ça réponde vraiment à différents usages. Donc il y a un travail de recherche et développement qui peut être fait. Et là, l'association est tout à fait en demande d'entrepreneurs. Oui, dernière question. Vous disiez il faut y aller petit à petit. Si vous deviez maintenant donner un conseil à un spectateur qui nous regarde, vous diriez quoi pour s'y mettre si on en a envie ? 1,5 degré à la fois. Observer qui a froid, quand, à quel moment de la journée, à quelle position, en faisant quelle activité et quelle solution on peut amener à ça. Parce qu'il faut répondre à ces besoins-là. On met en place la solution, on s'observe 2 semaines, 3 semaines, et puis 1,5 degré encore. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Très bien. Ben merci en tout cas. Comme les températures descendent ces jours-ci, vous pouvez vous y mettre. Pourquoi pas. Il y a en tout cas ce livre également que l'on vous a présenté plusieurs fois dans l'émission et qui est publié aux presses universitaires de Louvain, qui est pas du tout, qui est tout à fait abordable pour tout un chacun. Donc il n'y a pas de vocabulaire scientifique trop compliqué. Et donc merci d'être venu une nouvelle fois partager votre expérience. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir. Je vous propose de vous retrouver demain pour une émission consacrée à la place des SUV en ville.